guette bien les animaux. On compte les autres animaux. Animalia, nos amis des animaux, peut commencer. Aujourd'hui, l'émission nous déroule in-house et plus particulièrement dans la salle de chirurgie que nous pouvons retrouver nous maintenant. Et nous pouvons envie offrir montrer différents services chirurgie qui Animalia offert et qui souvent les Mauriciens pas même au courant qui est capable de faire cette chose là, ça service ça traitement là pour nos animaux. Pour moi souvent me dire les bons qui sont au courant de ça, c'est qu'il y a une maladie qui est humaine gagnée. Souvent, les animaux gagnent quasiment la même chose. Problème cardiaque, problème les reins, problème pierre, problème diabète. Donc, toutes ces choses, l'animal les gagne aussi. Parce qu'il y a un écho pareil pour nous. C'est pourquoi, encore une fois, nous n'avons pas le droit de maltraiter les animaux. C'était dans les cœurs, c'était dans le sentiment. Et je ressenti la joie et aussi la souffrance. Donc aujourd'hui, l'émission, il prend deux parties. Première partie, nous parlons un détartrage. C'est quoi un détartrage? Nous connaissons quand Mauriciens nous trouvons un dépôt calcaire autour de les dents. Souvent, on appelle ça dans le langage créole corail. Et nous arrive un moment quand il y a une build-up qui commence à faire des gencives enflammées, nous allons dentiste et dentiste fait un détartrage. Et que nous les dents viennent neufs. Donc nous regardons les sourires. Pour le chien, c'est pareil. Le chien, souvent, il a besoin de détartrage. Et beaucoup de gens ne savent pas connaître qui est capable de faire un service. Il n'y a pas un service qui coûte cher. Je tiens à rappeler que le docteur Serge Monnier est un expert en dentisterie, c'est-à-dire tout ce qu'on appelle les dents. Bucco-dentaire, c'est vraiment ce point fort. Et là, nous trouvons pour faire un détartrage et peut-être même enlever quelques dents. Nous allons demander un petit moment. Et ça, c'est la première partie de l'émission. Deuxième partie de l'émission qui nous parle juste après, c'est une intervention très délicate, c'est une greffe de peau. Donc, nous connaissons, du monde fait greffe la peau quand brûlé, quand accidenté, etc. Là, nous parlons d'une greffe de peau, l'eau et les animaux. Ça aussi, il est possible. Et nous parlons de qui bizarre, qui va un accident capable d'arriver, qui va une occasion capable d'arriver quand l'animal, finalement, il décide qu'il nous pouvait faire une greffe de peau en lit. Donc, toutes ces choses, Animalia, dans l'émission, dans le Gaieté. Docteur Monnier, bonjour. Bonjour. Donc là, on va commencer le détartrage. D'abord, on dirait que vous avez une spécialité, une formation en dentisterie. Donc, c'est quoi exactement la dentisterie quand on parle vétérinaire? La dentisterie, c'est tout ce qui concerne la partie dents, la partie des dents, mais aussi des gencives, et aussi sur la partie os de la mâchoire aussi, sur lesquelles on peut intervenir, donc dans lesquelles il y a pas mal de pathologies possibles. Donc il y a trois disciplines. Il y a la parodontologie qui s'occupe effectivement de la partie tartre, infection autour des dents. La partie orthodontie qui permet de redresser les dents éventuellement, et la partie endodontie qui permet de réparer les dents qui sont cassées avec des caries comme chez les gens. Mais chez le chien, les caries sont très rares. On a plutôt des fractures dentaires ou des choses comme ça qui font qu'on peut être amené à réparer des dents à l'intérieur. Donc finalement, on voit que le chien a quasiment les mêmes traitements dentaires que pour nous les humains. C'est ça, exactement. Ok. Et là, pour ce chien-là en particulier, qu'est-ce que vous allez faire? Alors pour ce chien-là, il a beaucoup de tartre, il a des poches bactériennes, donc je peux vous montrer si vous voulez. Donc ici, on voit bien qu'il y a une partie de gencive qui est complètement creusée, avec une grosse couche de tartre. Donc on peut voir la couche de tartre qui est là. Si je la casse, vous voyez la couche que ça peut représenter. Ça fait une grosse infection dentaire, on retrouve ça aussi sur les dents de derrière. Donc on ne peut pas les casser avec l'appareil à ultrasons, des grosses couches comme ça. Vous voyez, c'est très très difficile à casser. Donc on a même du mal à les casser avec la pince. Ça fait des grosses couches de tartre très impressionnantes. Vous voyez l'épaisseur de la couche de tartre. Wow. Donc du coup, ça, on est obligé de les casser d'abord un peu avec la pince et ensuite d'aller avec le détartreur, donc enlever la partie de tartre superficielle. Donc c'est un détartreur aux ultrasons. Donc en fait, ça fait le travail
vibration sur la dent, ce qui permet de nettoyer complètement la plaque dentaire qu'il peut y avoir dessus. Donc on va en faire un détartrage qui est à la fois plus gingival, parce qu'en fait sur toutes les dents il y a un petit liseré gingival et c'est là que commence le tartre. Et la gencive est petit à petit mangée par le tartre. Et c'est ça qui déchausse les dents. Donc là, cette dent-là commence à être déchaussée et on voit qu'il y a un arrondi. C'est impressionnant. L'Invin, une véritable armure qui effectivement peut faire ça. Docteur, une question toute bête. Qu'est-ce qui cause le tartre? Ce qui cause le tartre, c'est d'une part les bactéries qui s'installent dans la bouche, avec des dépôts ensuite de protéines et de calcium qui font une trame bactérienne. Mais c'est des bactéries qui sont au départ à l'origine de ça. Et quand ces bactéries-là s'installent dans la bouche, on a une plaque dentaire qui se forme et c'est le début du tartre. Ensuite, cette plaque se calcifie et attaque petit à petit la gencive et tout le reste de la mâchoire. Ça peut aller jusqu'à attaquer l'os et à ce moment-là, les dents peuvent tomber à ce moment-là. Docteur, explique-nous que c'est souvent un dépôt de protéines, donc à travers manger, et calcium, plus bactéries qui fait une combinaison et tartre, les former autour des dents. Et si nous pas traiter rapidement, donc à ce moment-là, si ce n'est pas traité correctement, quelles sont les causes, les conséquences de ce genre de problème? Les conséquences, c'est qu'on a la gencive qui disparaît, puis après l'os qui est attaqué, et du coup les dents peuvent tomber. Donc les gencives se déchaussent? Oui, c'est ça. Les dents peuvent tomber ensuite et on a un animal qui perd toutes ses dents. Ensuite, on a une infection qui est globale dans la bouche. Vous voyez, la gencive saigne. Et ce qui se passe, c'est que les germes peuvent passer dans le sang et aller se localiser dans l'organisme à d'autres endroits. Donc, quand tartre peut venir, il peut créer un foyer infection. Donc, premièrement, gencive, comment on dit en créole, gencive peut dissocier, gencive peut monter là-haut. Donc, souvent, vous trouvez quand dit justement pas faire ce détartrage correctement, gencive là, il monte là-haut. Là, pareil, pour le chien, le gencive monte, il perd son élasticité, il perd la force. Et finalement, il commence à cause, les dents peuvent bouger, les dents peuvent tomber. Pour un chien, c'est dramatique. Le chien, ça un exercice de détartrage, il fait sous anesthésie complète, docteur. Donc, il n'y a pas d'anesthésie partielle comme pour les humains, c'est fait sous anesthésie donc totale. Si nous ne pouvons pas traiter ça comme un business, ce qui arrive, c'est qu'il peut faire, comme on dit, un foyer d'infection. Et ce foyer d'infection-là, il peut faire qu'il y a une bactérie peut voyager et peut aller dans les autres parties des corps qui sont capables de causer une infection généralisée. Donc, docteur, c'est-à-dire maintenant pour le commun des mortels, pour monsieur tout le monde à l'île Maurice, comment il peut connaître quels sont les signes qui arrivent en l'air? Mon chien, bizarre, aller chez le vétérinaire pour faire un détartrage. Premièrement, c'est mauvaise haleine. Ensuite, après, le chien peut saliver beaucoup aussi. Il a des ulcères dans la bouche, des gingivites. Et ensuite, il peut ne plus pouvoir manger du tout. Si les dents bougent, elles sont trop abîmées et qu'on a des fois des ulcères importants au niveau des gencives et des joues aussi, ça arrive aussi. Gingivite, des petits abcès dans la bouche, mauvaise haleine. Voilà. Et donc là, on sait que probablement mon chien a besoin d'un détartrage. C'est ça. Comment je peux vérifier visuellement qu'il mon chien a besoin d'un détartrage? Si on ne voit pas les dents bien lisses, bien blanche. Là, on voit la couche de tartre qui est très importante et une dent détartrée, c'est une dent qui est comme ça, qui est bien lisse, bien nette. Okay. On voit que la gencive a été mangée sur un demi-centimètre, mais la dent, là, elle est propre. Ok, allez, right. Après, pour prévenir ça, peut-être que c'est une question aussi qu'on peut avoir, c'est déjà de donner une alimentation qui ne soit pas trop molle à son chien. D'où les croquettes, des bonnes croquettes. Voilà, et de nettoyer les dents de son chien. Si on peut commencer tout petit quand ils sont chauds, c'est une bonne habitude à prendre. Nous-mêmes, on nettoie. Nous-mêmes, on le fait, donc du coup, ça permet de... Comment on nettoie les dents de son chien? Alors, il faut commencer sur les chiens avec le doigt. Déjà, on masse les dents du chien, la gencive, quand ils sont chauds tout petits. Et ensuite, on a des dentifrices pour le chien maintenant? Oui, c'est ça. Et après, une fois qu'on arrive à faire ça facilement, on met du dentifrice sur le doigt, on fait comme ça. Une fois qu'il s'est bien habitué, on peut prendre la brosse à dents et commencer avec la brosse à dents. Il ne faut pas commencer avec la brosse à dents tout de suite parce que sinon le chien il va refuser et ça ne sera pas facile. D'accord. Ouais. Si, quand nous disons besoin un détartrage, premièrement, la bouche peut sentir pis, mauvaise haleine. Deuxième, le chien capable de refuser manger parce qu'il
détartrage, tarte dans la bouche pour faire qu'ils gencives et enflammés. Donc, ils salivent beaucoup. Et au cas où il peut bout de ce repas, probablement parce qu'il peut gagner du mal. Donc, toutes ces choses. Et qui, quand nous, troisième chose, nous faisons une visual inspection. Donc, nous lève, babine, nous dit tiens, et nous guette. Donc, comment vous trouvez? Si vous trouvez que les dents là, n'est pas claires, n'est pas bien blanc, n'est pas bien lisse, vous trouvez comment dire une petite couche de quelque chose dessus, comment vous trouvez de cassé avec l'instrument là. Donc, probablement que le chien bien besoin de détartrage. Normalement, un chien comme ça, s'il est traité correctement, il aura besoin d'un détartrage dans combien de temps encore? 2 ans? Alors ça dépend des chiens. Les petites races font beaucoup plus de tartes que les grandes. Donc du coup, les petits chiens, il faut le faire au moins une fois par an. Ok. Et pour les grands chiens, ça peut être plus espacé tous les 2-3 ans, c'est plus possible. Et là, est-ce que ce chien-là aura besoin qu'on fasse une extraction? Non. Non, pas tout de suite. Je pense que plus tard, il va y avoir des dents qui vont tomber par contre parce qu'il y a déjà des dégâts de fait. Et ce qu'on appelle la maladie parodontale, c'est-à-dire le tartre qui évolue, c'est une maladie qui ne revient jamais en arrière et qui avance tout le temps. Donc elle déchausse de plus en plus les dents et elle avance jusqu'à ce que les dents soient déchaussées complètement et tombent. Ok. Est-ce qu'il y a des précautions à prendre après un détartrage? Est-ce que le chien, par exemple, aura les dents un peu sensibles? Est-ce que quelques précautions à prendre après le détartrage? Non, le chien peut remanger tout de suite et en fait, il faut surtout lui donner un traitement antibiotique quand ils ont des dents déchaussées comme ça pour éviter pour assainir la gencive et l'espace dentaire pour que tout de suite le tartre ne revienne pas immédiatement. Et il faut demander au propriétaire de brosser les dents, de commencer à le faire si c'est possible. Ou sinon, il existe aussi des croquettes qui nettoient les dents. Donc ça existe. Auto-nettoyantes. Voilà. Le type d'instrument que vous utilisez est absolument identique que pour les humains ou bien c'est spécifiquement pour... C'est exactement le même instrument que pour les gens. C'est des ultrasons, ça fait vibrer la lame et ça casse la plaque dentaire. Et il y a un peu de liquide pour rincer et désinfecter la bouche aussi sur l'appareil. Donc on met une dose qui suffit tout simplement à endormir, on va dire, l'animal, mais ce n'est pas une anesthésie aussi profonde que pour une chirurgie. Est-ce qu'il y a des dents qui sont particulièrement importantes pour le chien? C'est-à-dire que si ces dents-là arrivent à tomber ou à se casser, que ça devient compliqué pour l'animal de manger dans sa vie de tous les jours, ou bien l'animal peut vivre parfaitement sans une bonne partie des dents? Dans l'absolu, un chien peut vu qu'ils ne sont pas dans la nature et qu'ils mangent des croquettes, les chiens ça ne mâche pas beaucoup. Et l'estomac fait beaucoup de travail de mastication en fait. Et du coup, ils n'ont pas forcément besoin toutes leurs dents. Ils peuvent même être sans dents, ils peuvent quand même manger sans aucun problème. Après, les crocs quand même tiennent un peu la langue aussi, ce qui fait qu'elles ne pendent pas en dehors de la bouche. Et les dents de derrière sont celles qui croquent le plus. Les petites dents sont beaucoup moins utiles chez le chien, elles servent beaucoup moins. Mais le plus important, c'est les crocs et puis les grosses molaires derrière. D'accord. Voilà. Je pense que je vais devoir enlever une dent qui est tout au fond. C'est une dent qui bouge toute seule. Je ne sais pas si vous la voyez. Là, on voit bien que sur la dent, le tartre a tout mangé. On voit que la racine est entartrée, donc ça a tout mangé. Et du coup, la dent ne tient plus à cause de ça. Parce que ça, c'est quand l'os est attaqué. Et du coup, on a plus ce problème-là. Voilà. Donc le détartrage est fini. Nous trouvons des détartrage qui nous fait en première partie, qui est quelque chose qui est essentiel. Et là, nous avons une autre intervention qui est extrêmement technique, extrêmement délicate. C'est une greffe de peau. Et qu'est-ce qui s'est passé avec ce chat? C'est un chat qui a eu un accident de la route, la voiture lui est passée sur la patte et du coup la patte a été, il n'y a plus du tout de peau sur la patte. Donc comme on ne peut pas beaucoup prendre, on n'a pas beaucoup de peau mobile pour la patte. Parce que la patte est une région particulièrement osseuse. C'est ça, il n'y a pas beaucoup de peau. Là ici c'est lâche par exemple, mais sur la patte on ne peut pas avoir de peau en rab.
et du coup on est obligé de prendre de la peau ailleurs pour qu'on puisse la remettre sur la pâte pour qu'elle puisse à nouveau avoir un fonctionnement normal. Sinon après ça se termine parfois en amputation. Donc pour éviter l'amputation, la seule option qu'on a, c'est une greffe de peau. Parce que définitivement, la pâte ne peut pas rester dans cet état. Donc, non. Soit éventuellement on peut faire une greffe de peau, soit ça va se terminer par une amputation. C'est ça. La jolie chose qui peut trouver devant le cas, c'est qu'il arrive, c'est qu'il y a un accident de voiture et la roue de dos, quand elle passe l'eau sur la pâte, donc il enlève toute la peau qui tient là, donc l'eau, la pâte là, et qui fait qu'aujourd'hui, la pâte là, comment je peux trouver, elle est à nu. Malheureusement, quand on a assez la peau mobile, donc la peau mobile, c'est quoi? C'est que certaines parties, je trouvais qu'il y a beaucoup de peau, de tirer la peau là, venir. Mais dans la pâte, la peau là, il est assez restreint, il y a un endroit qui a beaucoup des os, et qui fait qu'effectivement, donc nous faisons une technique que nous prenons la peau, elle le place dans le sur les corps, et que nous greffons l'eau la pâte là. Si pas capable de faire ça, l'autre option aurait été qui fait amputation de sa pâte là. Mais l'équipe d'Animalia pour faire un maximum pour qu'il nous réussisse sauve la pâte de cet animal. Est-ce que d'après vous, cette pâte peut être sauvée, docteur? Oui, tout à fait. En fait, ce qu'il faut qu'on attende avant de pouvoir faire une greffe de peau, c'est que tous les tissus qui sont plus vascularisés soient complètement partis pour qu'on n'ait que des parties saines pour que la greffe de peau puisse tenir dessus. Donc l'objectif, c'est d'attendre un petit peu avant de pouvoir faire une greffe de peau. Donc la technique qu'on va utiliser, c'est une technique qui est aussi utilisée chez l'homme. C'est-à-dire qu'on va bien tout nettoyer cette partie-là. On va couper une incision ici, une incision ici, et on va passer la pâte à l'intérieur dans un tunnel sous la peau. Donc on va fixer ensuite, on va faire suturer sur les côtés, et on va attendre que la peau se greffe sur la pâte, et ensuite on redécoupe la peau et on la met sur la pâte en totalité pour qu'on ait une peau qui soit avec des poils, etc. Et donc du coup, ça va permettre de faire ça beaucoup plus facilement pour le chat. Ah, quand même, donc on ne va pas enlever la peau et le placer là. Non, on place d'abord la pâte sous la peau, on attend 15 jours que la greffe prenne. Donc 15 jours, on a beaucoup plus de certitude parce que la peau, si on l'enlève, elle est plus vascularisée. Et du coup, on a plus de difficultés à avoir une greffe qui tienne. Ok. Donc là, comme le docteur veut dire, c'est une opération qui peut durer en 2 fois. Donc aujourd'hui, nous vous place la pâte là sous une peau vivante. Nous pouvons attendre 15 jours qui greffe la prend. Après, dans la deuxième partie de l'opération, dans 15 jours, donc là, nous pouvons découper ça la peau là pour que la pâte là regagne sa mobilité. C'est ça. Voilà. Et en même temps, ça va protéger aussi la pâte puisqu'elle sera bien au chaud. Est-ce que l'animal pourra vivre sur 3 pattes sans problème pendant 15 jours? Oui, c'est ça, c'est ce qu'il fait actuellement déjà. Donc il aura pas de difficulté pour ça. Ok. C'est une chirurgie en termes de complexité assez complexe? Ce qui est complexe, c'est surtout mettre la pâte comme ça. Après, il faut bien que le chat, parce que le chat, il va vouloir l'enlever. Il ne comprend pas, lui, ce qu'on veut lui faire. Donc, en fait, il faut bien qu'on arrive à fixer tous les tissus ensemble. Donc, c'est ça la complexité de la chose. Après, c'est plus complexe de découper ensuite et de refixer la peau correctement. Qui sera la deuxième opération. Ce sera la deuxième opération. Donc, c'est un peu plus complexe de faire faire cette partie. J'espère que vous allez nous inviter pour voir la deuxième partie de l'opération et qu'on va retrouver notre chat. Donc, retrouver l'usage de sa pâte. Vous serez les bienvenus. Merci. On vous laisse travailler. Merci. Donc, on va préparer d'abord toute la partie de l'opération pour pouvoir faire les choses de façon stérile. Donc, on tond d'abord avant de désinfecter. Est-ce que c'est normal que le chat garde les yeux ouverts? J'ai l'impression qu'il me regarde. Effectivement, il vous regarde. En fait, c'est normal qu'il garde les yeux ouverts parce que le fait d'ouvrir les yeux, de fermer les yeux, c'est un geste volontaire. D'accord, donc le fait que là, c'est sous anesthésie, donc il n'y a plus ce geste volontaire de fermer les yeux. C'est pareil pour les chiens aussi? Pareil, et pour nous aussi.
pendant que le docteur est en train de Perraz le chat, donc pour qu'il justement dégage cette partie du corps qui va être utilisée. Vous trouvez que la nurse entre-temps, Johanna, pose. Comment on appelle ça, Johanna? Un cathéter? Un cathéter, oui. Un cathéter, donc éventuellement pour que le chat soit sous perfusion, donc comment on dit en créole, mettre sa clale au sérum pendant que l'opération peut avoir lieu. Docteur Monnier, pourquoi c'est important qu'on doit mettre un sérum pendant la durée de l'intervention? Ça permet au chat de rester bien hydraté. Donc déjà pour l'alimenter, pour s'assurer qu'il ne se déshydrate pas. Oui, pour pas qu'il se déshydrate, parce qu'en plus, avec les saignements, on peut avoir un petit peu de perte sanguine qui doivent être compensées un peu par des liquides. Mais c'est aussi pour pouvoir rajouter aussi des anesthésiques et éventuellement des médicaments par voie intraveineuse. C'est important que le chat y reste sous perfusion pendant toute la durée de l'intervention, parce qu'il premièrement, il peut déshydrater, et deuxième, capable donc perte de sang, qui peut être compensé par donc, les autres fluides qui rentrent dans ce décor. Et ensuite, tout ce qui est là comme injection, antibiotiques, si vous pouvez faire un rajout d'anesthésie, etc. Tout ça là, il peut faire par directement le sérum qui nous peut trouver, peut installer maintenant. Donc, comment se trouver? D'abord, en Animalia, l'hygiène, donc une salle de chirurgie dans les normes, très propre, désinfectée régulièrement. Et ensuite, on prend vraiment toutes les précautions. C'est quasiment, quand je dis quasiment, c'est vraiment une opération, comment tu peux faire pour un Jimoun. Donc, il n'y a aucune différence en termes de précaution. Statistiquement, il y a plus de chats qui sont victimes des accidents que de chiens, je pense, non? Le chien, il est plus haut en général, il est plutôt projeté où il a des fractures ou des problèmes de colonne. Chez les chats, on a plus des problèmes, ils passent dessous la voiture et là, on a plus de dégâts. Ça occasionne ce genre de choses. Ouais. Voilà, là, Johanna peut appliquer un mélange de bétadine sur toute la partie qui va être opérée de l'animal. Donc, et c'est principalement pour désinfecter totalement la plaie et aussi la partie qui va être infectée, et qui va être opérée, pardon. Tu peux lever. Je vais te mettre comme ça. Attends avant. Il faudra que tu la mettes aussi sur le bout. On prépare le matériel de chirurgie. Il y a le docteur Toshan qui peut venir rejoindre le docteur Serge pour la partie chirurgie. Bonjour docteur Toshan. Bonjour. Docteur Toshan, donc une opération intéressante pour suivre? Oui, monsieur Del. Effectivement, première fois, le chat qui passe pour moi-même. Et le premier jour, quand tu es le monsieur qui est après une semaine. Et cela partit vraiment d'une condition très, très mauvaise. Là, il est au traitement avec antibiotiques et tous les jours, je vais faire pansement. Maintenant, aujourd'hui, quand tout ça part, il est beaucoup mieux. Il n'est plus ça infecté là. Et maintenant, docteur Serge, comme on peut connaître, veut faire une greffe de peau. Alors, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel à Maurice, une greffe de peau. C'est très, très rare de voir. D'où la raison qui tout le docteur peut venir un petit coup d'œil dans la salle de chirurgie. Mais là, si on fait rien, il y en a pour 2 mois de cicatrisation.
En premier lieu, je commence à suturer d'abord ce qu'il est possible de refermer. Parce que du coup, il y a une partie qu'on peut refermer puisque la peau, il est possible de la remettre comme ça. D'accord. Mais par contre, tout ce qui peut être refermé avec les bouts de peau restants, vous allez le faire. C'est ça, c'est ce que je suis en train de faire. Vous pensez que un téléspectateur qui peut regarder cette émission-là, nous a réalisé qu'il nous trouve quand même quelque chose d'extrêmement pointu en termes de chirurgie à Maurice. Comment on nous connaît qu'il nous fait une grande prouesse dans la chirurgie et la médecine humaine. Donc de même, Animalia, ne pas recul des bananiers pour que justement nous recule de jour en jour, limite et barrière de la médecine vétérinaire chez Animalia et pour toute l'île Maurice, parce que sinon, un sac comme ça, en temps normal, soit les petits morts ou bien dans le meilleur des cas, les petits perdent sur la patte, donc amputés à vie. Là, nous pouvons donner un sens considérable pour qu'il est capable de retrouver la patte en pleine forme. Guette bien zot animaux. Rencontre zot animaux.